Pour révéler le meilleur de nous-mêmes et sortir de notre zone de confort pour atteindre nos objectifs, il faut d'abord donner à notre corps et notre esprit les bons outils. Et c'est la mission de la marque Skin Good Garden que j'ai eu le plaisir de découvrir il y a quelques semaines. Meilleur sommeil, cheveux plus volumineux, teint frais et éclatant. Chaque produit répond à un réel besoin. Parce que pour ma part, les périodes d'angoisse passagère entre les aléas de l'expat et mes missions freelance ont un réel impact sur ma peau, je combine depuis quelques jours une gélule de Pure Skin Seeds pour une peau nette et une gélule Glow Skin Seeds pour un teint éclatant. En attendant de vous donner mon verdict après la cure de 2 mois, je suis ravie de vous offrir moins 30% sur tout le site avec le code LALEA30 pour que vous testiez à votre tour ces produits 100% vegan, sans gluten et sans allergènes. Bonne découverte! Bonjour, je suis Laura Pouliken, créatrice de contenu freelance et je vous souhaite la bienvenue sur l'ALEA, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour montrer que la prise de risque est bénéfique à bien des niveaux. Pour le prouver, j'invite des hommes et des femmes qui sont sortis de leur zone de confort dans des circonstances variées. Si le challenge, le développement personnel ou tout simplement les parcours inspirants vous plaisent, vous aimerez ce podcast. Pour me soutenir, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ou à en parler autour de vous, à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes, et enfin à me rejoindre sur le compte Instagram lalea.media. Cela m'aidera à faire connaître le podcast au plus grand nombre et à renforcer la communauté d'audacieux autour du podcast. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Marion Bertorello, créatrice de contenu très populaire sur les réseaux sociaux. Avec Marion, nous avons parlé de sa sortie de zone de confort pour quitter son CDI bien payé et se lancer à son compte, et de ses projets entrepreneuriaux. Vous allez voir que Marion est une véritable battante qui part de loin pour réaliser ses rêves. 3 leçons à retenir de cet épisode. Pensez au coup d'après et réaliser que tout peut partir du jour au lendemain. Ne pas écouter les moqueries et le jugement des autres et continuer à croire en soi. Faire des petits jobs forge la jeunesse. La qualité audio est un peu moins bonne que d'habitude. En effet, Marion la globe-trotteuse était sur la route pour partir en voyage. J'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Hello Marion. Hello. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui sur le podcast l'ALEA pour une interview pour parler de toutes tes sorties de zone de confort. Ouais. Dieu que sait qu'il y en a et pour se concentrer donc sur la principale, enfin en tout cas sur celle que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, lorsque tu es passée donc de ton CDI bien payé au métier de créatrice de contenu freelance. Ouais. Est-ce que d'abord pour ceux qui ne te connaîtrais pas, qui seraient éloignés des réseaux sociaux et d'Instagram, tu peux te présenter s'il te plaît. Oui, bien sûr. Du coup, je m'appelle Marion Bertorello. J'ai 28 ans, bientôt 29. Je vis à Paris depuis maintenant 5 ans. À la base, je suis d'origine lyonnaise. Et du coup, effectivement, j'ai commencé par un cursus très classique que tout le monde connaît. Et puis au fur et à mesure que j'ai grandi, je me suis rendu compte que j'étais bien différente des gens et ça m'a pris du temps, mais j'ai décidé de faire un peu comme j'avais envie de vivre en fait. Et ben justement, on va parler de tout ça. Tu as un parcours vraiment intéressant. Et moi, d'abord, j'ai envie de commencer par une question, puisque c'est vrai qu'on te connaît beaucoup par ton compte Instagram, Marion Bertorello. Ouais. Mais aujourd'hui, finalement, je me demande qui était Marion avant Instagram et le blog. Comment était ton enfance? Quels étaient tes rêves en grandissant? Et avant que tu te consacres finalement pleinement aux réseaux sociaux. Alors du coup, moi, je suis hyper loin de tout ça parce que j'ai grandi à la campagne. Mais quand je te dis campagne, c'est qu'en gros, le village, c'était ma famille, quoi. Et tu vois, genre, on devait faire 30 minutes de bagnole pour aller chercher une baguette de pain.
Enfin, c'était vraiment genre vraiment la campagne comme on peut s'imaginer. Et du coup, j'ai grandi là-dedans pendant 13 ans, donc de ma naissance jusqu'à mes 13 ans. Et du coup, c'est vrai que là, à cette époque-là, j'avais pas spécialement de rêve. Je savais pas du tout ce que c'était que rêver. Parce que mes parents ont toujours énormément travaillé. Enfin, mon père faisait 4 heures du matin, 22 heures, parce que du coup, il était maraîcher. Et ma mère travaillait aussi beaucoup. Après, elle a pris un congé mat pour ma sœur. Mais du coup, c'est vrai que j'ai toujours eu ce rôle de fille aînée, limite un peu genre maman. Et du coup, j'avais absolument aucun rêve quand j'étais petite. Voilà, j'ai grandi dans une belle maison avec une famille très proche. Et puis petit à petit, j'ai eu envie entre guillemets de prendre l'air. Et pour moi, j'ai vraiment découvert ce que c'était que le monde. Du coup, à mes 13 ans, quand on est sorti de la campagne, en fait, qu'on s'est installé plus dans la ville. Même si c'était une toute petite ville, mais c'était déjà la ville. Et en fait, je pense que mon premier rêve entre guillemets en grandissant, je me suis dit que c'était juste que je voulais pas avoir cette vie-là, quoi. La vie des gens que je côtoyais, même, entre guillemets, tu vois, la vie de mes parents qu'ils ont eu, etc. Eux, ils ont pas eu le choix, tu vois, mais moi, je me suis dit, je vais avoir le choix. Et du coup, je me suis découverte une espèce de force mentale, pour arriver à tout ce que j'avais envie de faire dans la vie, quoi. Et c'est hyper intéressant, ouais, c'est vrai que c'est assez finalement courant. Enfin, moi, c'est pareil, en fait. Je me suis dit, j'ai vraiment pas envie de faire ce que font mes parents. Voilà, vraiment une envie d'émancipation et de créer un peu plus notre vie, ce qui est quand même générationnel, notre génération, Ouais, par rapport à nos parents qui avaient un peu suivi finalement le schéma classique. Et donc, du coup, toi, si je me trompe pas, alors je saute peut-être des étapes, tu es partie à Paris pour faire l'EFAP, si je me trompe pas. Alors du coup, j'ai fait les FAP. Par contre, moi, j'ai pas fait les FAP à Paris, j'ai fait les FAP à Lyon. Parce qu'en fait, D'accord. du coup, en fait, mon père a changé de travail. Puisque effectivement, maraîcher, quand on a 3 enfants à charge et un crédit maison, ça l'a pas fait. Du coup, il a dû complètement se refaire une formation et du coup, il est passé plus dans tout ce qui va être construction et conduire ce qu'on appelle des poids lourds. Et du coup, en fait, ce métier-là fait qu'on a beaucoup déménagé, enfin beaucoup. On déménageait pas tous les ans, mais on a quand même pas mal déménagé parce qu'il fallait suivre de chantier en chantier, tout simplement. Et en fait, quand j'ai eu du coup mon bac, c'est là que j'ai décidé de partir de chez moi, donc j'avais 18 ans et je suis revenue en fait à Lyon. Alors là, je suis vraiment venue à Lyon, vraiment Lyon, la ville, quoi. Et parce qu'en final, j'ai grandi à 3/4 d'heure de Lyon. Et du coup, quand on avait des anniversaires avec toute ma famille, etc., tu vois, on faisait toujours des restos à Lyon. Donc pour moi, Lyon, ça a toujours été une ville de cœur. Et je me suis dit que du coup, j'allais faire mes études là-bas. Donc je suis partie de chez moi à 18 ans. J'ai fait mes études du coup à Lyon. J'ai commencé en fait par un BTS en communication dans un lycée privé. Du coup là, j'ai eu assez de chance parce qu'en fait, comme je suis partie de loin de chez mes parents, j'avais une bourse en fait via le Crous parce que j'étais très très loin de mes parents. Et ensuite, j'ai eu le droit aussi aux APL puisque en fait, j'avais déjà à cette époque-là une feuille d'impôt toute seule. Donc l'État a vu que j'étais toute seule et du coup, j'avais des aides comme ça. Parce qu'en fait, à partir de 16 ans, j'ai commencé à travailler et en fait, j'ai demandé ma mutation à Lyon qui a été acceptée. Et du coup, partant de là, j'ai commencé mes études. Donc, pour le coup, c'était assez classique. J'avais mes cours lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et le mercredi, samedi, dimanche, du coup, je travaillais toute la journée D'accord. pour payer mes études, mon loyer. Waouh. Et tu faisais quoi comme travail, du coup, à côté? Du coup, je travaillais en jardinerie. C'était les D'accord. seuls magasins, on va dire, qui étaient ouverts 7 jours sur 7 pour travailler le dimanche et du coup être payé un peu plus. Et après, je faisais des extras le soir en tant que serveuse dans des bars. D'accord. Et donc, c'est cette école qui t'a ouvert donc au milieu de la communication et au milieu, j'imagine, des réseaux. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as commencé ton compte Instagram? Alors en fait, j'ai commencé quand j'avais 18 ans. En fait, l'année où j'ai commencé à partir de chez mes parents. Et j'ai vraiment commencé par un blog. Donc, je connaissais pas du tout Instagram parce que c'était il y a 10 ans. Donc, tu vois, c'était en 2011. Et moi, j'ai ouvert mon compte Instagram en 2013. Donc, en fait, j'ai ouvert mon compte Instagram quand je suis rentrée à l'EFAP. Parce qu'en fait, j'ai fait 2 ans, du coup, en BTS communication.
où j'ai eu des profs assez horribles qui m'ont dit que je ferais jamais rien dans ma vie, etc. Et du coup, j'ai passé en fait le concours pour entrer à l'EFAP, donc en admission parallèle, parce que j'avais tout simplement pas les moyens de payer les 4 années. C'est pour ça en fait que j'ai fait ça, parce qu'à la base, j'ai toujours voulu faire l'EFAP. C'est juste que quand j'ai vu le prix pour 4 ans, c'était juste pas possible pour moi, tu vois. Donc j'ai dit ok, je vais faire autre chose. Donc c'est pour ça que je suis passée par la case BTS avec des aides. Et après, du coup, j'ai passé le concours de l'EFAP. Et donc là, effectivement, il y avait aucune aide. Donc là, j'ai dû m'endetter, faire un prêt étudiant pour payer mon école. Ah oui, d'accord. Et donc, du coup, j'imagine que tu vivais, t'avais un appart en plus que tu payais ou tu... Ouais, alors du coup, je m'en rappelle très bien. En final, j'avais 650 € de loyer. J'avais 300 € d'APL, donc c'était quand même hyper cool de la part de l'État. Et du coup, en fait, le fait que mon travail me permettait de payer mon loyer, me payer à manger, même si je mangeais clairement pas sainement, et me payer du coup un bout de l'école, mais ça suffisait pas. Donc du coup, j'ai dû emprunter 10 000 € pour pouvoir payer mon école. Et puis c'est assez jeune pour emprunter. Mais en fait, c'est vrai que du coup, j'ai vraiment eu... en fait, il y a une seule personne qui a cru en moi depuis le début, c'est mon parrain. C'est lui qui m'a dit, parce qu'en fait, il savait que j'adorais la mode, que en fait, lui, à la base, il est photographe. Donc, il m'a transmis déjà la passion de la photo. C'est lui qui m'a offert mon premier appareil, enfin, tout ça. Et après, c'est lui qui m'a parlé des blogs. Donc, il m'a dit, tu devrais lancer un blog, t'adores faire de la photo, t'adores la mode, tu pourrais faire des articles, t'aimes bien tout ce qui est journalistique, etc. Et du coup, c'est lui, en fait, qui m'a guidé un peu sur toute ma vie sur ce que j'avais envie de faire de ma vie. Et du coup, quand je lui ai dit que je voulais faire l'EFAP, il m'a dit que c'était une super bonne idée. Et après, quand je lui ai dit que j'allais avoir besoin d'emprunter de l'argent, forcément, il faut quand même des garants. Même si c'est des prêts étudiants, c'est obligé d'avoir des garants, tu vois, c'est comme quand tu prends un appart, etc. Et du coup, c'est porté garant, en fait, de mon prêt, que si je le rembourse pas, c'est lui qui me remboursera ma place. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu emprunter l'argent et heureusement, du coup, j'ai pu tout rembourser toute seule, tu vois, au fur et à mesure des années. Mais clairement, s'il n'avait pas été là, j'aurais pas pu faire d'études, en fait. Ouais, voilà, t'aurais pas fait l'école et on remercie cet ongle qui nous écoutera peut-être. Et du coup, en parallèle donc de l'école, si je comprends bien, t'as ouvert ton fameux blog qui s'appelait The Lady Jersey à la base. Ouais, exactement. Ouais. Et qu'est-ce que tu écrivais alors dans ce blog? Alors tout début, quand j'avais 18 ans, j'écrivais principalement un peu tu vois, genre je scrutais les fashion shows et j'expliquais un peu je décryptais les tendances mode. Et puis au bout de 2 ans, du coup, j'ai commencé à vouloir me prendre en photo. À l'époque, c'était Betty Hautier, Garance Doré, Louise Ebel, etc. Oui. Et donc du coup, j'ai commencé comme ça, en fait, juste à me prendre en photo, juste pour le kiff, parce qu'en fait, si tu veux, le fait que j'ai beaucoup déménagé, j'avais un peu pris le pli de ne t'attacher à personne, en fait, parce que tu peux partir du jour au lendemain. Et en plus, comme je travaillais, tu vois, tous les week-ends, que je travaillais le soir, j'avais une vie sociale parce qu'avec le travail, je voyais beaucoup de gens, qu'à l'école, je voyais beaucoup de gens, mais j'avais pas d'amis. De vrais amis à qui me confier, etc. Et du coup, moi, c'était un peu mon exutoire, c'était mon truc à moi, où je pouvais avoir un petit peu de fierté de me dire que je faisais un truc que pour moi et que c'était un truc qui me faisait kiffer et que j'étais pas que en train de survivre, entre guillemets, quoi. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Et après, j'ai ouvert mon compte Instagram en 2013. 2012-2013, je saurais plus te dire exactement. Il me semble que je l'ai ouvert en 2012, mais que j'ai commencé vraiment à poster en 2013 quand j'ai fait mon premier voyage en dehors de l'Europe. Et d'ailleurs, je me demandais, parce que c'est vrai que moi, je me souviens, j'avais les réseaux sociaux à cette époque et c'était encore, disons qu'on pouvait recevoir en fait des moqueries à ce moment-là. Enfin, moi, je me souviens en fait que j'osais pas trop dire que j'avais un blog et que j'avais mon compte Instagram parce que j'avais peur qu'on se moque de moi parce que je prenais des photos de moi. Et enfin, c'était pas vraiment, en fait, c'était pas du tout le métier d'aujourd'hui de blogueuse qu'on connaît et qui est vraiment bien vu. Toi, est-ce que tu avais ce sentiment ou... Ah bah c'était ah non, j'assumais pas du tout. J'assumais pas du tout. En fait, c'était un peu pour moi, tu vois, genre le blog, c'était un peu un truc comme si c'était un journal intime, c'est juste que c'est un journal intime public. Enfin, tu vois, ça m'arrivait même de faire des billets d'humeur sur des anecdotes qui me sont arrivées. C'était grave moqué même à l'école alors que j'avais 20 ans, tu vois. Je me disais mais comment à 20 ans on peut être comme ça?
mais c'est juste que j'ai toujours eu un décalage parce qu'au final, j'ai toujours côtoyé, si tu veux, des milieux aisés, sauf que je viens pas du tout de ce milieu-là. Et du coup, il y avait toujours un décalage, en fait. Je me suis toujours sentie en décalage avec les gens, ils se moquaient tout le temps, tu vois, de comment je m'habillais, parce que oui, moi, c'est sûr, en fait, j'avais pas des parents qui m'amenaient chez Mage ou chez Sandro toutes les semaines, en fait. Donc, du coup, tu vois, genre, on se moquait de comment je m'habillais, on se moquait de mon physique, on se moquait de ce que je faisais. Mais en fait, au final, tu vois, le fait que, mis à part mon parent, on est toujours un peu rabaissé, on m'a toujours dit, je te dis en BTS, j'ai quand même 2 profs qui me disent que je ferais rien de ma vie, que jamais j'aurais le concours de l'EPAP, tu vois. Et c'est juste que pareil, tu vois, c'est des nanas, c'est des bourges lyonnaises qui ont jamais galéré de leur vie, qui ont toujours eu tout le cul dans la bouche. Du coup, en fait, c'est impossible qu'elles comprennent d'où moi je venais. Et au final, c'est grâce à toutes ces personnes-là qui n'ont pas cru en moi, en fait, que je me suis dit, bah, en fait, puisque personne ne croit en moi, de toute façon, tu as 2 solutions. Soit tu tires une balle, soit en fait, tu te bats, tu fais les trucs pour toi, tu vois. Donc, ouais, exactement. C'est clair. Donc, du coup, c'est parti de là. C'est qu'au final, ouais, au final, j'étais hyper moquée. Et en fait, je pense que même des filles, certainement dans l'eau, qui se moquaient de moi, mais qui auraient aimé faire ça, ne l'ont jamais fait, ne se sont jamais lancées. Et puis, bah, au final, elles ont aujourd'hui la vie, elles, leur convient certainement très bien, mais moi, c'est ma hantise. Et du coup, je me dis encore plus, j'ai bien fait de pas suivre le mouvement, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, je comprends tout à fait. Et du coup, donc en parallèle, tu avais ce blog, tu as fait tes études. Ouais. Et après tes études, tu as eu envie de te lancer tout de suite à ton compte. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Alors, tu pouvais d'ailleurs te lancer à ton compte ou... Non, pas du tout, pas du tout. À l'époque, du coup, donc j'ai eu mon master en communication en 2015. Et en fait, pour moi, si tu veux, j'avais fait 2 stages qui m'avaient énormément plu. J'avais fait l'organisation du Festival de Cannes, donc tout ce qui est événementiel en lien avec le cinéma, la culture. Ça, c'était un truc que j'aimais énormément. Et j'avais fait aussi donc ça, j'avais fait 6 mois et j'avais fait un autre stage de 6 mois au magazine Vogue à Paris. Donc là, c'était plus pour la partie journalisme, création de contenu, du coup, vraiment les shootings photos, tu vois, comment on choisit la mannequin, comment on choisit le photographe, comment on choisit le lieu, comment on choisit les looks, etc. Donc c'est vraiment 2 choses que j'adorais. Donc c'est quand même des milieux qui sont très paillettes au final, parce que je pense que j'étais attirée par ça, parce que moi, j'ai pas du tout grandi là-dedans, tu vois. Moi, j'ai grandi dans la terre, enfin, tu vois, j'étais à l'opposé. Et du coup, au final, je me suis dit que j'allais trouver un job en com à Lyon, puisque c'était quand même là que j'avais mon appart, que j'avais du coup mon crédit étudiant à rembourser, parce que tu sais, tu le rembourses une fois que tu as fini tes études. Et puis au final, voilà, il m'est arrivé 2-3 mésaventures qui ont fait que je me suis dit ok, je plaque tout et je monte à Paris. Et donc là, et pourquoi Paris? Parce que mon parrain habite à 3/4 d'heure de Paris et qu'il a bien voulu me loger, me nourrir, me blanchir pendant 2 mois, quoi. Le monde après chez Vogue et tout ça, ça donne beaucoup d'expérience. Après, c'est pas forcément évident, je pense. Enfin, c'est un milieu qui est assez dur aussi. Et tu es devenue gestionnaire de patrimoine. Bah là, c'est pareil, c'est un peu flou. C'est que du coup, comme ce que je te disais, c'est que ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai fait le jour de l'an 2015-2016 chez moi à Lyon, avec les gens que je côtoyais à l'époque. Et en fait, pendant ce jour de l'an, je leur ai dit que je plaquais tout, que je partais, et que j'avais pas spécialement envie d'avoir de leurs nouvelles, en fait. Que pour moi, c'était trop... Genre, je suis quelqu'un qui avance continuellement. Et en fait, j'avais beaucoup de mal à m'entourer avec des gens, tu sais, qui se plaignent tout le temps, qui râlent tout le temps, qui vivent sur leur acquis, enfin, moi, j'ai pas envie de m'entourer de gens comme ça. Bref, donc, du coup, j'ai tout quitté, j'ai tout plaqué, j'ai tout recommencé à zéro. Et donc, du coup, j'ai été hébergée par mon parrain. Donc, logée, nourrie, blanchie, j'avais une chambre à moi, enfin, c'était trop bien. Et du coup, tous les soirs, tu vois, j'avais quelqu'un à qui parler, de confiance, qui m'écoutait, qui me boostait. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à postuler. Je me suis dit, bon, t'as un master en communication, mais tu viens d'arriver à Paris, tu ne connais pas Paris. Tu repars de là où tu connais, quoi. Donc, pendant 6 ans, j'ai été vendeuse en jardinerie. En fait, je sais très bien vendre, être vendeuse. Donc, j'ai postulé. Et au final, j'ai postulé chez Mage. Et donc, du coup, j'ai été vendeuse pendant les soldes, genre pendant 15 jours.
Derrière ça, en fait, j'ai postulé à un remplacement de congé mat, toujours chez Mage, mais cette fois-ci au siège, en fait, au service généraux. Et puis en fait, le Festival de Cannes m'a rappelé. Donc c'était à l'époque, genre avril-mai, quoi. Et en fait, le Festival de Cannes m'a rappelé, et en fait, c'est là où je me suis dit, bon, en fait, là, ce que je fais, c'est très cool, tu vois, j'ai trouvé des trucs en claquant les doigts, mais c'est pas du tout ce qui me plaît. Donc, je suis partie faire le Festival de Cannes. Et du coup, de là, j'ai rencontré pas mal de gens, etc., etc. Et de réseau en réseau en réseau, j'ai fini par avoir cette proposition, qui était du coup, en fait, si tu veux, j'étais assistante personnelle plus gestion de patrimoine d'une famille entière, du coup, de millionnaires. Et du coup, enfin, pour moi, ça a été l'expérience la plus enrichissante parce que je faisais pas du tout les études pour lesquelles j'avais fait, mais en fait, j'ai tout appris. J'ai tout appris sur le terrain. Je bossais des nuits entières sur ce que c'était que la fiscalité. Enfin, tu vois, comment on gère un patrimoine. Et j'ai tout appris sur le tas. Donc, pareil, tu vois, c'est des gens qui m'ont fait grave confiance. Et après, voilà, ils m'ont toujours dit qu'ils m'avaient prise, clairement pas pour mes études, mais pour ma personnalité, ce que je dégageais et l'envie que j'avais d'apprendre des choses. Et donc là, tu vois, j'étais hyper bien payée, et en tout cas pour mon âge. Et je faisais des horaires aussi, du coup, de dingue. Clairement, je faisais 8h, 20h, et c'était du 7 jours sur 7, quoi. Et puis je travaillais du coup entre les États-Unis, France, Israël, quoi. Donc tu vois, t'avais un décalage horaire qui était assez important, donc les gens m'appelaient la nuit. Enfin voilà, mais c'était hyper intéressant. J'ai appris une tonne de trucs. Et pour le coup, c'est des gens qui sont devenus millionnaires, si tu veux, par eux-mêmes. Ils ont tout créé de leurs mains. Et donc du coup, pour moi, c'était encore plus inspirant parce que j'étais là, ah ouais, mais en fait, moi, c'est ça que je veux faire. Pas pour être millionnaire, mais juste pour avoir cette liberté de faire tout ce que tu veux, quoi. Si t'en as marre, si t'as pas envie d'aller... Enfin, tu vois, moi, ma boss, il y a des jours, si elle avait pas envie d'aller au taf, elle y allait pas, quoi. Ouais, c'est là. Et c'est la satisfaction aussi de réussir quelque chose finalement par soi-même, quoi. ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et en parallèle, donc du coup, comme je t'ai dit, j'ai commencé Instagram en 2013 avec un voyage. Du coup, après, j'ai abandonné les voyages parce que pas de moyens financiers. Et du coup, là, une fois que t'es à Paris, tu rencontres quand même beaucoup de gens. J'avais quand même quelques marques. Déjà, quand j'étais à Lyon, c'était tout début, qui m'avaient envoyé, tu sais, des produits gratuitement. Du coup, ils m'invitaient aux événements. Et en fait, là, j'ai commencé à comprendre ce que c'était vraiment que le business en côtoyant, si tu veux, des filles du milieu parisien, ce qui n'est absolument, pour moi, rien à voir avec la province, en tout cas à l'époque. Et en fait, en faisant, tu vois, une fois que tu es à Paris, tu fais tous les événements, tu rencontres tous les RP. Comme moi, j'avais un CDI très bien payé et j'acceptais de faire tout, si tu veux, gratuitement. Et en fait, du coup, j'avais énormément de choses à faire. Donc en fait, je passais mes nuits sur mes mails. La journée, du coup, là, en semaine, j'étais au bureau, et le week-end, je travaillais aussi, mais je sortais pour faire des photos. Donc là, je demandais à mes amis de me prendre en photo. Des fois, je me prenais en photo en trépied. Enfin, tu vois, je me débrouillais. Et puis, en fait, ça a commencé à arriver les propositions que j'étais payée. Et en fait, je pense que c'est un peu comme pour tout, tu vois, tu commences à faire les choses un peu gratuitement, et puis du coup, les RP t'aiment bien, et puis du coup, elles commencent à te faire confiance. Et du coup, comme tu rencontres des filles du milieu, que les marques, elles parlent de toi, c'est comme ça que tu grandis aussi. Et après, t'as bien sûr aussi la stratégie Instagram, et ça, c'est bien après, tu vois, genre, j'ai vraiment compris comment fonctionnait Instagram bien après, avec les hashtags, taguer les marques, poster souvent, faire, après, quand les stories sont apparues, faire beaucoup de stories, etc. Et du coup, tu grandis comme ça, et jusqu'au jour où, en fait, on a commencé à me proposer des voyages. Et moi, les voyages, ça a toujours été finalement ma passion. Et en fait, j'ai commencé à devoir dire non aux voyages parce que à cause de mon taf. Et du coup, je commençais à être frustrée, en fait. Je commençais à être frustrée. J'ai commencé à dire à mes boss, en fait, si vous voulez que je reste avec vous pour vous offrir ce service-là, il faut que vous m'augmentiez, quoi. Et l'augmentation est jamais passée, en fait. Enfin, ils ont jamais accepté. Et du coup, moi, j'ai vraiment vécu ça un peu, si tu veux, comme en fait, je suis en train de vous donner ma vie.
grosso modo, tu vois, quand tu fais 8h, 20h, que tout le monde t'appelle la nuit, tout le temps, etc. Et j'estime que ça a un coût, en fait. Et en fait, le choix de, à nouveau, tout replaquer et tout refaire, bah, comme la première fois, je l'ai fait en 2015-2016, là, je l'ai refait, c'est-à-dire que ça m'a pris 24 heures, quoi. En 24 heures, j'avais posé ma lettre de démission. D'accord. Et Voilà. donc, tu touchais pas le chômage, j'imagine? Et ben non, du coup, alors ça, c'est pareil, tu vois, genre, quand t'es jeune, il y a des trucs que tu ne sais pas, surtout quand t'es un peu toute seule, et effectivement, je savais pas du tout que, genre, le système de rupture conventionnelle, ça existait. Je savais pas du tout non plus que, tu vois, genre, juste si j'avais arrêté de travailler du jour au lendemain, bah, j'aurais fait un abandon de poste, mais tu finis quand même par toucher ton chômage au bout de 3-4 mois, je crois. Donc moi, effectivement, j'ai démissionné, comme une fille qui ne profite absolument pas du système, et du coup, j'avais absolument pas de chômage. Et en fait, bah, encore une fois, je pense que ça m'a aidé, parce que quand tu touches pas le chômage, tu vis pas du tout sur tes acquis. T'es obligé de te sortir vraiment de ta zone de confort puissance 1000. Et voilà. Et après, bien sûr, tu calcules encore une fois le moindre centime que tu auras à charge tous les mois, et tu te dis ok, bon bah du coup là, pour entrer dans mes frais, il faut que je signe tant de contrats par mois. Et au final, ce que je signais déjà à l'époque. D'accord. Ouais, parce que c'était un véritable pari. Au début, c'était pas mal aussi d'échanges de visibilité. Je t'offre un voyage, je t'offre des produits, et puis en échange, tu fais une story. C'était quand même Ouais. le début des cachets pour les influenceuses. Alors moi, en fait, j'avais même touché des cachets à l'époque quand j'étais à Lyon déjà. Mais je touchais, tu vois, c'était des mini cachets, mais c'était déjà très très cool. Surtout, enfin, tu vois, genre sur mon blog, genre à l'époque, c'était encore où je devais rédiger un article entier. On peut parler de telle marque, tel truc, tel machin. Et au final, quand je suis arrivée à Paris, j'ai commencé à vite être payée, tu vois. Parce qu'au final, je me suis rendu compte que toutes les filles qui étaient à Paris, elles en vivaient toutes, enfin celles qui étaient à plein temps, elles en vivaient toutes bien, quoi. Et du coup, c'est là que je me suis dit, ok, bah du coup, voilà, t'as été vendeuse, tu sais te vendre du coup aussi. Et j'ai commencé comme ça. Mais en vrai de vrai, quand j'ai quitté mon CDI, je me faisais déjà un SMIC avec Insta. D'accord. Donc ouais, en fait, mon CDI m'a permis de rembourser mon prêt étudiant avec 5 ans d'avance. Et en fait, je me suis dit, quand j'ai démissionné, tu vois, je me suis dit, ok, avec un SMIC, il y en a bien qui arrivent à vivre à Paris, donc pourquoi pas moi, quoi. Et en fait, c'est ça, je me suis dit, je préfère faire comme à l'époque où j'étais étudiante, manger des nouilles à 90 centimes tous les jours, mais en fait, vivre de ma passion, de la photo, de rencontrer des gens, de gérer mon emploi du temps, de vivre pour moi, en fait, et pas pour d'autres gens. Et du coup, je le regrette pas du tout, quoi. Ouais, bien sûr. Et toi, est-ce que ton entourage, ils avaient peur pour toi à ce moment-là ou ils te soutenaient dans ta démarche? Peur, je pense pas. Et après, oui, bah mon parrain, tu vois, c'est pareil, c'est lui qui m'a dit, mais tu sais, avec ton blog, tu peux vivre. Et je lui avais dit, non, mais pas du tout. Enfin, tu fais comment, tu vois. Et c'est même lui qui m'avait expliqué le business model, quoi. Et alors, quand Insta est arrivé, c'était encore mieux, si tu veux. J'ai commencé à recevoir une tonne de produits, bah du coup chez lui parce que j'habitais chez lui. Et c'est là où il m'a dit non mais en fait genre ça ok tu reçois des produits c'est cool mais en fait demande aux gens de te payer, enfin toi c'est de la visibilité, c'est quand même enfin en gros voilà, il m'a dit en plus t'as bossé au Vogue, tu sais comment ça marche, les gens ils sont prêts à payer des milliers et des milliers pour un encart et ils savent même pas quantifier les retombées. Toi en plus tu peux quantifier les retombées, donc commence à te faire payer, etc. Et du coup j'ai commencé comme ça, quoi. J'ai commencé comme ça parce que c'est lui qui m'a dit vas-y fais-le, quoi, fais-le. Et après quand j'ai dit que j'allais démissionner, en vrai il m'a dit que j'avais raison et que j'ai cru comprendre à demi-mot que si lui il avait eu l'occasion de pouvoir le faire aussi en étant plus jeune, avant d'être papa, etc., avant d'avoir un crédit de maison, je pense qu'il aurait fait la même chose. D'accord. Et toi aujourd'hui, du coup, déjà, est-ce que donc tout le monde n'arrive pas forcément au niveau d'influence que tu as aujourd'hui. Toi, pour toi, qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Qu'est-ce qui a fait que tes comptes comme ça ont décollé? Alors, tu me parlais de ton entourage, de ton réseau, mais tes petits secrets. En vrai, ça s'explique pas vraiment. Enfin, déjà, moi, je considère que le nombre d'abonnés que j'ai, c'est pas grand-chose. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des nanas, elles ont
enfin, toutes celles qu'on suit, elles ont dépassé le million, tu vois, alors qu'on a commencé en même temps, tu vois, enfin, ou elles sont à un demi-million, voilà. Je pense pas vraiment qu'il y ait de secret. Moi, je pense que c'est surtout ce qui m'a aidé, c'est d'être assez sociable avec les gens, de vouloir toujours rencontrer des nouvelles personnes. Et donc, du coup, forcément, quand tu connais des gens, bah, après, on parle de toi, quand t'es vu aux événements, etc. Et après, je pense que j'ai réussi à garder les gens, parce que je suis hyper authentique dans ma façon de parler, d'être, de tout ce dont je parle, etc., quoi. Hmm. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as une stratégie de communication pour tes réseaux? Comment tu les gères? Alors, j'ai pas vraiment une stratégie de communication. En revanche, plus je grandis, plus du coup là-dessus, ça fait plus de 3 ans maintenant que je fais ça à plein temps, et c'est plus que j'ai envie de vraiment travailler avec des marques ou des concepts ou des expériences qui correspondent de plus en plus à mes valeurs que je me crée en grandissant, quoi. Si tu veux, je suis pas, enfin pour moi, quelqu'un qui grandit, c'est quelqu'un qui évolue et du coup c'est quelqu'un qui change d'avis sur plein de choses, plein de sujets. Et en tout cas, c'est le cas pour moi. J'ai plus du tout la même vision de mon métier maintenant qu'il y a 3 ans. J'ai plus du tout la même vision de ma consommation maintenant qu'il y a 3 ans. Et j'ai plus du tout la même vision de ce que j'ai envie d'être comme femme maintenant qu'il y a 3 ans, quoi. Ça change tout le temps, ça évolue tout le temps. Surtout à cette période-là, tu vois, genre pour moi entre 25 et 30 ans, c'est quand même là où tu changes le plus. C'est là où tu te lances dans la vie active. Et du coup, j'ai pas de stratégie, je calcule pas, tu vois. Juste, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'ai envie de montrer aux gens et j'ai envie de plus l'assumer aussi, tu vois. Ouais, et c'est tout ce côté justement que tu disais, donc voyage et même maintenant voyage éco-responsable, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, voilà, pareil, je me suis questionnée. Après, c'est vrai que comme j'ai un master en communication, si tu veux, j'ai les bases de comment on fait un positionnement, quelles sont les cibles, etc., etc. Donc, j'ai quand même bossé là-dessus. Et en fin de compte, je me suis rendu compte, en fait, je me suis posé la question de qu'est-ce que j'aimais, vers quoi j'avais envie d'aller. Mais je suis pas quelqu'un, j'ai jamais été dans les extrêmes. Pour moi, c'est pas bon d'être dans les extrêmes. Et du coup, je suis toujours un peu dans le juste milieu. Et en fait, je suis quelqu'un tellement curieuse que je suis à l'aise avec tous les sujets, tu vois. Je suis à l'aise avec de la food, de la mode, de la beauté, de l'automobile, du high-tech, du voyage. Mais au final, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que tu peux être à l'aise avec tout ça, mais que les gens, pourquoi est-ce que les gens te suivraient, du coup? Parce qu'au final, si tu fais tout et n'importe quoi, tu ressembles à n'importe qui. Et au final, je me suis rendu compte que j'aimais deux choses qui paraissaient complètement, tellement opposées dans le monde d'aujourd'hui que je me suis dit ok, bah moi je vais prendre le pari qu'en fait c'est possible. Et du coup c'est marqué dans ma bio, tu vois, j'ai repris le mot éco qui correspond à éco-responsable, éco-friendly, écologie, etc. avec luxury, donc tout ce qui va être luxe, haut de gamme, premium, parce que pour moi aujourd'hui on peut totalement aimer les belles choses, vivre dans un certain confort, sans forcément abîmer la planète, les animaux et tout ce qui nous entoure, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, non, c'est intéressant. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler aussi de tes projets avant de passer aux petites questions que je pose toujours à la fin du podcast. Donc, tu m'as dit aussi en préparant cette interview que tu avais, donc toujours dans les challenges Marion, que tu avais que tu avais créé des sociétés qui n'ont pas forcément marché et que que tu avais comme projet d'y en créer d'autres. Est-ce que tu peux également me raconter ce pari, ces projets? Ouais, bah du coup, là, j'avais monté pas mal de projets parce que je pense que c'est dans ma nature. Je pense qu'au final, depuis que je me suis lancée sur Insta, voilà, moi, c'est pas, enfin, bien sûr qu'il faut que tu aies de l'engagement pour avoir des contrats, mais moi, ce qui me plaît avant tout, c'est vraiment la création de contenu. Donc, c'est faire de la photo, faire de la vidéo, et si possible, le faire en voyageant pour que ça m'apporte aussi à moi-même. Mais je me suis dit que forcément, à un moment donné, ça va s'arrêter. Ça peut pas durer, genre, je me vois pas me prendre encore en photo et en vidéo à 60 ans, quoi. Ouais. Sauf que quand t'es à ton compte, bah, on le sait, hein, surtout quand t'es en France, je cotise à peine pour ma retraite, j'ai pas de chômage, demain je tombe enceinte, j'ai pas de congé maternité, enfin, en fait, j'ai aucune aide financière, si tu veux. Après, l'avantage, c'est que comme, bah, t'as pu comprendre, on m'a jamais aidé financièrement toute ma vie, je sais que j'arriverai à rebondir, mais le but, c'est pas non plus que ça me foute des nœuds au ventre et que ça m'empêche de dormir. Donc, du coup, je me suis toujours dit, il vaut mieux profiter justement que ça marche, ça, en ce moment, pour lancer des choses.
parce que tu as le carnet d'adresse, parce que tu as la communauté qui va certainement te suivre. Du coup, j'ai voulu monter des sociétés plutôt en vente de marchandises. Au final, je me rends compte que c'est pas fait pour moi, parce que j'arrive jamais vraiment à ce que je veux. Du coup, ça se dirige plutôt tout le temps vers plus de la prestation de service. Donc en fait, à la base, j'avais une agence de création de contenu, community management, spécialisée du coup dans tout ce qui est hôtel, etc. Sauf qu'au final, c'est un milieu qui, moi, je trouve, ne paye pas du tout, ou très mal en tout cas. Un peu comme tout ce qui est dans la culture et tout ça. Donc du coup, au bout d'un moment, j'ai arrêté, tu vois, parce que je me suis dit, ça sert à rien. Enfin, je travaille entre guillemets à perte, quoi. C'est pour m'abîmer la santé, ça sert à rien. Et puis du coup là j'ai plus là en tout début d'année j'ai lancé du coup mes prévettes qui marchent super bien, donc c'est des filtres que j'utilise sur Instagram pour mes photos. Et du coup ça marche plutôt bien, et du coup en fait je me suis dit bah ouais, en fait c'est un truc où je suis bonne, c'est un peu sur la création de contenu, tout ce qui est visuel. Donc du coup je me concentre surtout là-dessus. Après c'est vrai que moi je parle pas trop de mes projets en amont, parce qu'effectivement à chaque fois que j'en ai parlé, ça ne s'est jamais fait ou ça s'est mal fait. Donc là du coup j'en parle pas, mais j'ai une idée du coup avec mon compagnon plus sur de la prestation de service si tu veux, et on a une autre idée beaucoup plus grosse qui arrivera dans plusieurs années je pense. Mais voilà, mais oui, dans tous les cas, avoir juste Instagram, c'est pas fait pour moi, quoi. Ouais, bah on suivra tout ça de près, et je suis sûre que tu vas y arriver. On va finir par des petites questions que je pose toujours en fin d'interview. L'idée, c'est d'y répondre rapidement. Ouais. Ta plus grande peur? Ma plus grande peur, je pense que ouais, ma plus grande peur en vrai, c'est le vide. Genre quand je vois pas ce qui se passe, tu vois, le vide. Un échec et une leçon que tu en as retirée? De me mettre en couple beaucoup trop jeune en perdant tous mes amis. Et que du coup, je me suis toujours dit, être en couple, c'est bien, mais au final, tes amis, ils sont vraiment toujours là, quoi. Tes citations préférées? Alors, celle qui me représente, en tout cas tout mon passé, c'est « qui ne tente rien n'a rien ». Tes routines pour rester bien physiquement et mentalement? Alors moi, je suis pas du tout routine, parce que justement, c'est un mot qui m'oppresse. Mais sinon, globalement, physiquement, du coup, je fais du sport, principalement du yoga surtout. Et voilà, c'est le truc qui, pour moi, me fait du bien physiquement et mentalement. C'est le truc qui allie les deux, tu vois. Sinon après je fais du sport aussi plus genre boxe, etc. Et après mentalement ma routine, c'est d'appeler mes amis pour leur raconter ce que je fais tous les jours, quoi. Ça me fait du bien mental. Ton plus grand rêve? Du coup mon plus grand rêve qui a toujours été et qui devrait se concrétiser, c'est de faire le tour du monde. Ah oui. Et d'ailleurs il me semblait que t'étais en organisation, ou que tu es en organisation d'un tour du monde justement. Ouais. D'accord. Ouais, pour partir dans un peu plus d'un an du coup. Ah ouais. Et ma dernière question rituelle du podcast, quelle est ta définition du risque et selon toi les risques nécessaires pour vivre pleinement? Du coup, pour moi, un risque, c'est une décision qu'on prend sans en connaître les conséquences. Et en fait, pour moi, il faut toujours prendre des risques, parce que tant qu'on prend des risques, c'est qu'on se remet en question et qu'on avance et qu'on évolue et qu'on reste pas dans un pseudo confort de vie, et qui malheureusement souvent quand on vieillit, on se rend compte qu'on est passé à côté de beaucoup de choses. Et une autre citation que j'aime beaucoup, que je dis souvent d'ailleurs, je dis souvent que je préfère avoir des remords que des regrets. C'est-à-dire que souvent je préfère faire les choses et mal les faire, ou vivre des échecs, mais les faire plutôt que de jamais rien faire en fait. Totalement. Et merci beaucoup Marion pour cet échange. Merci à toi. et je te dis à très bientôt. Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast, et à bientôt pour un nouvel épisode.